Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver ce matin. C'est la première de cette semaine, For You Matin, sur For You Media Africa. Vous le savez, votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Eh bien, l'actualité principale de ce matin nous amène du côté du Bénin pour parler effectivement de cette manifestation. Vous vous souvenez qui était annoncée, du moins depuis quelques jours déjà, une manifestation qui devait être organisée, du moins qui a été annoncée par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. La manifestation était prévue le 25 janvier dernier. Eh bien, elle a été annulée. Le pouvoir en place a donc décidé d'annuler, du moins d'empêcher ces manifestations qui avaient pour but d'exiger le départ des troupes françaises du territoire béninois. Selon les informations, un important dispositif policier a été déployé du côté de Cotonou dans le but d'empêcher la tenue de ce rassemblement. Que signifie en tout cas cette pression, on va le dire comme ça, que signifie cette posture adoptée par l'État du Bénin contre ces manifestations, tout simplement de la population, alors de la société civile, qui exige le départ des troupes françaises sur le territoire béninois. Mais l'autre interrogation de ce matin, est-ce que le président Patrice Talon va céder justement à cette pression, en tout cas qui s'annonce très longue, la pression populaire, à ce qui paraît. Les dernières informations font état de ce que la société civile ne compte pas baisser les bras. D'autres manifestations seraient bien sûr programmées afin, une fois de plus, de demander le départ des troupes françaises sur le sol béninois. Voilà pour la thématique principale de ce matin, mesdames et messieurs. Merci une fois de plus d'être avec nous ce matin dans le cadre de For You Matin. Vous êtes bien sûr sur For You Media Africa, votre média panafricain. Une nouvelle semaine qui commence et voilà, manifestation du côté du Bénin annulée. Ce sera notre thème principal, mais on parlera d'une autre manifestation en accueil cette fois-ci au Tchad. Mais là-bas, bien sûr, cette mobilisation s'est bien déroulée. On parle d'une mobilisation citoyenne qui a été organisée par la plateforme Le Tchad d'abord. On rappelle que selon les sources de ce côté-là et d'après les images, effectivement, que nous avons reçues, l'événement a rassemblé plusieurs corps, entre autres, et plusieurs tranches de la population, élèves, étudiants, des commerçants, la société civile étaient donc mobilisés afin de soutenir le pouvoir de N'Djamena qui s'est lancé dans cette rupture de l'accord de défense, l'accord militaire avec la France, un soutien populaire qui vient donc renforcer une fois de plus le projet de N'Djamena de mettre un terme à cet accord ou alors de rompre directement, bien sûr, avec la France. Nous allons bien sûr dire un mot là-dessus également avec nos invités que nous présentons tout de suite. Tapé Grobera est avec nous ce matin dans le cadre de cette édition de For You Matin. Bonjour Tapé Grobera. Bonjour Madame Manuela Siké. Je salue la direction de For You Media, je salue les techniciens. À vous aussi, je dis bonjour à vos très nombreux auditeurs et spectateurs, téléspectateurs. Et bien évidemment, je sais que je ne partage pas le tableau seul. Il y a des frères et des sœurs de manière, comment on appelle, anticipée. Je leur adresse déjà mes bonjours et leur bonne arrivée. Merci à vous. Merci à vous, Tapé Grobera, d'être avec nous ce matin. Effectivement, vous n'êtes pas seul dans le cadre de cette émission. Monsieur Henri Atongana aussi nous accompagne sur For You Matin de ce jour. Bonjour, Monsieur Henri Atongana. Oui, bonjour, Madame Siké. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Bonjour à tous mes co-panélistes, à tous les téléspectateurs, afrocentristes, afrocentrés, émites,
tous ceux qui partagent le combat panafricain, même si les sensibilités peuvent être différentes. Bonjour à mes copanélistes, bonjour M. Tapé-Goubera, que j'ai le plaisir de retrouver. Encore une fois, merci de m'avoir invité sur Forum Média Africain. Merci à vous, Monsieur Atangana. Et l'autre invité de ce jour, Madame Labarui, qui partage également ce plateau avec nous. Bonjour, Madame. Bonjour à vous, Madame Tsike. Bonjour à toute votre équipe de For You Media Africa, à vos invités, avec qui je partage avec un grand plaisir ce plateau. Bonjour à toute l'Afrique et merci de m'avoir invité encore une fois, Madame Tsike. Voilà, merci à vous, chers invités, d'avoir accepté de partager ce moment avec nous sur For You Matin. Nous allons bien sûr commencer par l'actualité au Tchad pour commenter simplement cette grande manifestation en soutien à la rupture de l'accord militaire, soutien bien sûr populaire, Tapé-Grobera, ce qui vient renforcer le projet de N'Djamena, dirigé bien sûr avec à la tête le président Mahamat Idriss Déby. En tout cas, c'est une initiative qui va encourager le gouvernement de N'Djamena à poursuivre dans cette lancée de rupture. Peut-être on commence certainement par l'aspect militaire, mais avec le soutien populaire, cela peut aller plus loin. En tout cas, on commente déjà cette adhésion populaire du côté du Tchad. Tapé-Grobera. Oui, effectivement. Je pense que les populations africaines sont en avance sur les dirigeants qui, ma foi, certains n'ont pas compris. Et si aujourd'hui d'autres comprennent, nous sommes contents. Parce que, permettez que je donne un petit mot. Dans le bouquin, donc le titre est là, à la page 217, je disais « Africain, Africain ». Notre credo doit être le suivant. De manière générale, nous prenons l'engagement solennel de goûter hors de tous les pays africains tous les symboles de domination extérieure installés contre la volonté des Africains. Cela n'appelle aucune discussion, encore moins de négociation. Et parmi lesquels, donc, le départ immédiat et sans condition de toutes les bases militaires françaises partant étrangères sur le sol africain. Donc, nous sommes contents de savoir que les populations sont dans la même dynamique, que ce soit au Tchad, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, en Côte d'Ivoire, etc., Cameroun, les populations ne sont pas d'accord qu'il y ait eu des installations, des signes de domination extérieure. Nous sommes fatigués de cela. Et aujourd'hui, je pense que le président Idriss Kaka Déby, qui a emboîté le pas, et ce qui est très intéressant, la question de la souveraineté, aujourd'hui, il est renforcé par ces actions qui sont faites par les populations tchadiennes. Cela augure d'une nouvelle ère, cette ère de liberté que nous prenons et qui, ma foi, si elle est continue, elle va nous permettre d'aller vers progressivement les États-Unis d'Afrique pour lesquels nous sommes en train de rêver depuis longtemps. Ces États-Unis d'Afrique que certainement les peuples africains réclament et demandent. Nous allons poursuivre avec M. Atangana pour ce commentaire également autour de cette actualité. M. Atangana, cette mobilisation populaire au Tchad, c'est vrai qu'on a souvent vu les peuples, la population tchadienne se mobiliser plus ou moins, mais très rarement, vraiment très rarement, pour accompagner les décisions du gouvernement. Et là, on voit cette population qui est sortie pour dire oui à cette décision qu'a prise le président Mahamat Idriss Déby, c'est-à-dire rompre déjà ses relations ou alors cette coopération militaire avec la France. Oui, les populations africaines commencent de plus en plus à comprendre l'intérêt des manifestations populaires. D'abord, elles commencent à être de plus en plus éduquées, de plus en plus cultivées. Ça n'a plus rien à voir avec les populations africaines des années 1960, l'année pivot autour desquelles il y a eu les décolonisations. Nous étions quand même majoritairement des populations très peu lettrées. Ce n'est pas une spécificité des pays africains. Même en France, déjà, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la majorité de la population était illettrée. Je crois d'ailleurs que
On était quasi sûr dans les années 50 d'avoir un emploi en France quand on avait fini ses études primaires. C'est à peu près sûr qu'on aura un emploi de la fonction publique. Si je crois que dans les années 68, dans les années 60, où on demandait en France d'avoir au moins le bac pour être sûr d'avoir un emploi. Actuellement, ce n'est plus le cas. Même quand on est bac plus 5, on peut se retrouver sans emploi. La même chose dans les populations africaines, les populations sont de plus en plus cultivées. Elles sont de plus en plus informées. C'est-à-dire qu'il y a le monde moderne qui fait qu'il y a les moyens de communication de plus en plus développés. Et il n'y a plus cette même mise des moyens de communication sur les gouvernements. Pour rappel, les massacres qui ont été effectués dans les pays africains pendant les indépendances, et avant d'ailleurs, n'étaient pas dites aux populations occidentales. C'était les politiciens qui étaient au courant. Il y avait très peu de population, très peu de journalistes, de reportages qui ont fait des reportages dessus. Et ce n'était pas aisément diffusé. Alors que maintenant, l'information passe beaucoup plus facilement, d'où l'intérêt de l'information et de la culture. Ce n'est pas par hasard qu'après les indépendances, je situé le tableau, ils ont signé des accords coloniaux dans lesquels on retrouvait quoi? Nos programmes scolaires, l'éducation. Ce qu'on devait nous enseigner était contrôlé par eux. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'en fonction de votre éducation, vous avez des réactions différentes. Si bien que toutes les luttes, toutes les violences qui ont été commises par l'esclavage, la colonisation dans nos pays, les gens ne savent pas. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, pendant longtemps, les jeunes se disaient, si je veux m'en sortir, je vais en Occident. Mais s'ils avaient su que les Occidentaux n'ont fait que fouetter leurs parents sur les chemins de fer, ils auraient peut-être pas, enfin les Occidentaux, les Otaniens, même s'il n'y avait pas les Américains à l'époque, en tout cas les principales qui étaient à l'époque des puissances colonisatrices. Je pense qu'on devrait réfléchir par deux fois. Maintenant, dans certains pays africains, la mode consiste d'ailleurs pour les femmes à trouver leur blanc. Il faut vraiment ne pas connaître l'histoire, il faut avoir lu très très peu pour en arriver à cette déduction. Maintenant, les populations vivent, je l'ai pris comme exemple, je pourrais m'y étendre pendant tout un roman, mais ce n'est pas le but. C'est pour dire que les populations sont de plus en plus cultivées, les populations sont de plus en plus conscientes de ce qu'on appelle la souveraineté populaire. C'est ce qu'on appelle en réalité la démocratie. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain, ça veut dire que c'est le peuple qui s'exprime. Et ce peuple-là a compris qu'il peut aussi s'exprimer, non pas seulement par la voie parlementaire, non pas seulement par les voies municipales. Faut-il encore rappeler aux Africains, nous sommes en période électorale, que dans nos pays, il n'y a pas que le chef d'État qui est élu. Les maires sont élus, les conseillers municipaux sont élus, les députés sont élus. C'est bien de rappeler tout ça pour que les gens sachent de quoi on parle quand on est dans une démocratie. Oui. Il y a donc cette dernière expression qu'on appelle l'expression populaire, qui se manifeste très, très souvent par la mise en œuvre pratique, c'est les manifestations pacifiques, je précise bien pacifiques, et je précise aux Africains de ne pas casser ce qu'ils ont déjà construit. On a pris beaucoup de sueur, beaucoup d'énergie pour construire, ne cassez pas, faites toujours des manifestations pacifique. Et ça peut se matérialiser par des référendums populaires. C'est l'autre axe de la démocratie. Donc, nous retrouvons alors au Tchad l'expression des manifestations populaires. Il n'y a aucun peuple au monde qui a besoin d'avoir des militaires étrangers sur son sol. Aucun peuple. Surtout quand on sait dans quelles conditions ces militaires étrangers sont souvent. Ils sont immunisés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être jugés sur le sol pour des crimes qu'ils auraient commis sur ce sol. On se souvient de la République centrafricaine où des jeunes garçons affamés par des années de guerre se faisaient sodomiser par des militaires pour une boîte de sardines et un bout de pain. C'est des faits. Ils sont tous retournés parce qu'on ne pouvait pas les juger en République centrafricaine. On les a ramenés pour les juger et personne ne les a jugés. Voilà ce qu'on appelle une armée d'occupation sur son sol. Aucun pays ne l'accepte et c'est normal que les masses populaires de plus en plus réagissent de cette façon. Je sors par là pour l'instant. Merci bien.
Merci à vous, Monsieur Atangana. C'est Masse Populaire qui réagissent. Effectivement, on parle de cet éveil de la population, éveil de la population africaine. Madame Labaroui, on voit vraisemblablement que cette décision des autorités de N'Djamena, quoique beaucoup ont douté de c'est-à-dire que beaucoup ont douté vraiment de ce que le pouvoir de N'Djamena aujourd'hui serait réellement en train de vouloir rompre ces accords, c'est-à-dire que être vrai dans cette démarche, mais on voit et on sait d'ailleurs que N'Djamena a demandé à Paris de quitter son territoire d'ici la fin, donc d'ici quelques jours, et aux dernières informations, Paris a accepté avec cette adhésion populaire. Est-ce qu'on pourrait parler de sincérité dans la démarche du pouvoir de Mahamat Déby? On pourrait parler de forcing. Ni Paris ni N'Djamena ont le choix. C'est les peuples qui parlent. Et cela fait des années que je dis c'est les peuples qui changeront l'avenir de l'Afrique. C'est les peuples africains. Je vais rappeler à nos téléspectateurs que le 10 janvier 2013, c'était le démarrage de l'opération Barkhane. J'avais fait une conférence et à ce moment-là, personne ne comprenait ce que je disais parce que personne n'était d'accord avec moi, on était 3. Et j'avais dit, c'est le début de la fin de la France. La France est finie. C'est à partir de Barkhane, à partir du Sahel. Et quand je parle du Sahel, je dis attention, le Sahel, c'est pas le Sahara. C'est le début de la fin. Et effectivement, quelques années plus tard, je vais rappeler aussi un événement qui n'était pas majeur à l'époque. Pour moi, ça l'était, pour les Africains aussi, mais pour la presse occidentale, c'était rien. C'était une bavure de l'armée française quand elle a bombardé un mariage. C'est ce mariage qui a changé la donne. Les Africains aujourd'hui ont compris, ils ont compris qu'il leur faut la paix et la sécurité. Et la paix et la sécurité, on ne peut pas l'avoir avec des étrangers sur le continent, armés jusqu'aux dents, et qui ne savent pas faire la différence, soi-disant qu'ils sont forts, mais ils ne savent pas faire la différence entre un convoi d'un mariage et entre des terroristes. Parce que pendant ce temps-là, presque au même moment, il y a eu un massacre d'un groupe terroriste à massacrer des civils. C'est ça qui a changé la donne, c'est l'insécurité. Il y a eu l'esclavage, il y a eu le pillage, il y a eu le vol, il y a eu la ségrégation, il y a tout eu. Et là, on arrive à ce qu'un père de famille ne peut pas protéger ses enfants, il ne peut pas protéger sa femme. Et les groupes terroristes arrivent, ils pillent tout, ils volent tout, ils prennent tout, mais ils violent également. Et ils violent des enfants, des femmes. On est arrivé à un point de non-sécurité sur le continent inégalé dans l'histoire de l'humanité. Mais pendant ce temps-là, c'est nos richesses qui permettent aux Occidentaux de sécuriser leur pays, d'avoir des maires élus, d'avoir des députés élus, des présidents élus. Et nous sommes exploités jusqu'au dernier de ce que nous possédons et nous sommes dans l'insécurité totale, dans la pauvreté, dans la misère même, dans la misère. Il y a eu, rien qu'au Burkina, un déplacement de population de 2 millions de personnes. C'est énorme pour un pays qui a été appauvri, parce que le Burkina n'est pas pauvre. Il faut qu'on utilise aujourd'hui les vrais mots. Quand j'entends le Burkina est pauvre, le Tchad est pauvre, non, ce sont des pays extrêmement riches, mais qui ont été appauvris, où la population se retrouve dans une misère totale, parce que ce n'est pas elle qui profite de cette richesse. Et j'ai fait même avec vous une émission, Madame Siké. Il y a des choses que je n'oublie pas. On avait parlé du Mali et j'avais parlé d'un effet domino. Si le Mali gagne son pari, ça va être l'effet domino. Aujourd'hui, nous sommes dans cet effet domino et rien n'arrêtera les peuples africains. Plus personne, plus aucune force n'arrêtera les peuples africains. Donc ça, c'est un message pour ceux qui travaillent au profit des Occidentaux. C'est une occasion pour eux de se ranger auprès de leur peuple. C'est ce que monsieur
Mohamed Idriss Déby est en train de faire, il a compris, il a bien compris. Il ne faut pas oublier qui est son père, il ne faut pas oublier que c'est le fils du régime. Donc cet homme-là a compris. Il ne peut plus arrêter cet effet domino. Et pour les autres, eh bien, il faut qu'ils se rangent. Il faut qu'ils fassent la mea culpa de tous les crimes qu'ils ont commis en complicité avec l'Occident. Nous sommes dans cet effet. Et puis, merci pour tous ceux qui ont participé à réveiller les esprits africains, à leur donner l'information et à leur faire comprendre que tant qu'il y a un homme armé qui vient d'ailleurs, on ne peut pas être en sécurité. Merci. Merci à vous, Madame Labaroui. Et c'est d'ailleurs avec vous qu'on tourne cette page consacrée à notre sujet d'accueil. Nous allons directement rentrer, aller du côté du Bénin pour parler de cette manifestation qui a été finalement annulée, si on peut le dire d'ailleurs, interdite par le pouvoir de ce côté-là. Manifestation contre la présence militaire française au Bénin. La question centrale de ce matin, est-ce que le président Talon, le président béninois, va céder à la pression populaire, taper Groubera, empêcher donc cette manifestation au Bénin comme elle devrait normalement se dérouler? On rappelle qu'elle était prévue pour le 25 janvier dernier. Alors, dans le cas précis du Bénin, cette annulation, je ne vais pas dire annulation, bon, du côté du gouvernement. Comment est-ce qu'on doit comprendre cela? Est-ce qu'il s'agit d'un devoir, on va le dire, régalien de l'État normal, d'une violation de la liberté d'expression ou alors d'un refus pour le gouvernement du président Talon de couper ses liens justement avec la France tel que le demande ou le réclame la population? Mais en fait, le président Talon et son régime se trouvent dans une situation assez cocasse, d'autant plus qu'ils sont sur une branche qu'on doit les obliger à scier. On a vu ici, lorsque l'année passée, M. Talon était l'un des chefs de file des gens de la CEDEAO qui devaient aller attaquer le Niger parce que simplement il y a eu un changement populaire, où il n'y a eu aucune infusion de sang, aucune, même pas, excusez-moi l'expression, même pas eu un moustique qui a été tué. Et on voulait donc réinstaurer M. Bazoum, le super président démocratiquement élu, mais cette fois-ci en tuant des gens. Et vous avez vu par la suite ce qui s'est passé. Donc, et les autorités après, par la suite, lorsqu'il y a eu cette histoire de changement qui s'est opéré au niveau des pays de l'AES, qui ont décidé il y a un an de cela, précisément le 28 janvier 2024, de quitter la CEDEAO. Il y a eu un revirement au niveau de la CEDEAO qui consistait à essayer de leur ouvrir les portes. Ceux qui ne voulaient pas hier, ils les voulaient maintenant à tout prix. Et donc, M. Talon a ouvert les frontières de son côté subitement et les autorités du Niger ont refusé. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par les autorités du Niger, à savoir que sur le territoire du Bénin, il y a des militaires français qui opèrent de manière négative et qui ont pour objectif d'encercler les pays de l'AES et les déstabiliser. Et tout récemment, au mois de décembre, je pense au 24 décembre dernier, le président Kenny a été précis avec des coordonnées GPS que tout individu comme moi qui ne connaît rien pouvoir utiliser et puis pouvoir retrouver ses bases. Vous voyez, et qu'a fait M. Talon, il a toujours présenté cela comme quelque chose de faux. Mais comme on dit, l'arbre ne peut pas cacher la forêt, ce n'est pas possible. Un arbre ne peut pas cacher la forêt. Et subitement, par malheur, il y a un hélicoptère. D'abord, il y a eu cette attaque que nous déplorons, en où on a tué de manière, je dis, sauvage, plus d'une trentaine de jeunes soldats et qui sont battus bien, écoutez bien, de 16h jusqu'à minuit, sans qu'il y ait l'apport de cette base de ces militaires français installés sur le territoire, béninois, sans qu'il y ait l'apport même de l'armée béninoise. Ils sont battus de 16h, ce n'est pas la nuit. La nuit, on peut comprendre, il y a les problèmes météo, problèmes de visibilité, mais de 16h jusqu'à minuit. C'est là qu'il y a pu avoir ça. Il y a eu 8 heures de combat
et qu'en fait, il y a eu au moins, on parle de moins d'une trentaine de morts. Les populations savent que les gens sont en train de jouer et que les militaires français qui sont là ne sont pas là pour intervenir, pour protéger les Français. Pardon, les Béninois. Là, on aurait su, si les militaires français étaient intervenus, ça aurait été quelque chose d'intéressant. Mais ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire qu'ils sont là pour d'autres objectifs dont a parlé le général Tiani. De ce fait, les Béninois disent, mais alors, qu'est-ce qu'ils font sur cette terre? Et donc, c'est pour cela les gens manifestent. Aujourd'hui, le refus de M. Talon d'autoriser cette manifestation n'est que la confirmation de ce qui avait été dit déjà par le président Tiani. Pour ceux d'entre nous qui encore émettaient des doutes, la vérité éclate là. Vous savez, les prochaines élections ont lieu, je crois, le 26 avril, en avril 2026. C'est-à-dire dans un an. M. Talon prétend qu'il ne sera pas candidat. Nous attendons d'abord de voir. On a vu d'autres qui ont déjà prétendu qu'ils ne seraient pas candidats. Après, ils ont trouvé des superfuges et puis ils se sont présentés en faisant un troisième mandat de la soi-disant deuxième République, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a une réalité. Ces mêmes voyous qui sont allés attaquer ces mercenaires à la solde des puissances impériales qui ont été attaquées ont été sauvagement neutralisés, ont été bien copieusement neutralisés par l'armée burkinabé. Donc cela démontre à souhait que des exemples qui se passent chez nous, à côté de nous, peuvent nous servir pour lutter efficacement contre ces mercenaires-là. Parce que moi, je ne parle plus de terroristes. Parce que quand vous parlez de terroristes, je dis bien un homme normal, sensé, ne peut pas se lever pendant, ou bien dire à sa femme et ses enfants, je suis terroriste. Et il va le faire pendant 2, 3, 4 ans. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ça devient une activité. Quand c'est comme ça, c'est qu'il est payé. Parce que la cause pour laquelle, soi-disant, il se bat, elle n'est plus visible, à part le fait de recevoir des intérêts pécuniaires. Donc, vous convenez avec moi que ceux-là, il vaut mieux leur donner le nom, ce sont des mercenaires. C'est vrai que la plupart, souvent, sont des gens des régions africaines, mais une grande masse, des gens qui viennent de Syrie, d'autres qui viennent de l'Afghanistan, ainsi de suite. Donc, ce sont des mercenaires qui sont payés et qui ont objectif de déstabiliser les pays africains qui servent les intérêts des puissances occidentales qui ne veulent pas voir l'Afrique debout. Donc, ici, M. Macron, c'est la même chose. M. Talon ne fait que retarder le processus et ce processus-là, tôt ou tard, il va arriver parce que les populations du Bénin sont aussi des populations africaines qui vivent le jour au jour ce qui se passe à côté d'eux. Aujourd'hui, un pays comme le Bénin ferait partie de l'AES, quel serait le bonheur? Parce que là, on a un port, on n'a plus de problème puisque pas une plante qui part du Niger qui passe par là, c'est-à-dire que c'est la monnaie, on rentre dans la dynamique d'ensemble. Malheureusement, pour l'heure, c'est retardé, mais on peut retarder pour quelque temps, mais pas pour toujours. Et c'est ça, le peuple bénin a pris rendez-vous avec l'histoire. Est-ce que le peuple béninois va parvenir à mettre cette pression, en tout cas aussi longtemps, au président Patrice Talon, afin, du moins, est-ce qu'il va céder face à cette pression populaire? Monsieur Atongana, est-ce que cela confirme le fait que le gouvernement, parce qu'on a vu tout à l'heure du côté du Tchad, il y a eu une manifestation, peut-être parce que c'était en soutien au pouvoir en place, manifestation qui a été bien encadrée. Du côté du Bénin, on le voit, la manifestation, bien sûr, a été interdite par le pouvoir de Cotonou. On rappelle qu'il s'agit d'une manifestation, du moins il s'agissait de manifester contre la présence militaire française sur le territoire. Mais est-ce que le fait aujourd'hui que le gouvernement béninois ait interdit cette manifestation signifie forcément que les accusations qui avaient été portées par le Niger contre le pouvoir de Cotonou sont exactes? Oui, c'est difficile c'est une situation assez cocasse parce que vous avez un gouvernement qui dit qu'il n'y a pas de présence militaire sur son sol. Et vous avez les populations qui manifestent contre la présence militaire. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils démontent la posture officielle du gouvernement. On a les pays voisins qui ont démontré par des images satellites qu'il y aurait une présence militaire. M. Talon a négligé
ses preuves en disant que c'était des instructeurs. Je ne sais pas, les instructeurs ou présence militaire, je ne vois pas ce qu'il lui fait comme différence. La présence militaire, c'est pas forcément les troupes françaises, c'est pas pour lui la différence, c'est quoi? Il voulait quoi? Il voulait avoir des Français de souche avec des fusils d'assaut légers. À ce moment, il admet que c'est une présence militaire, ce qui est un non-sens. Rentrons dans le personnage, son profil psychologique. On se souvient de M. Talon pendant la guerre de l'Ukraine qui disait qu'il était inimaginable, impensable, qu'il y ait une guerre sur le sol européen. Alors on se disait, mais c'est parole de bon sens. L'ONU, ces institutions internationales, à la base, ont été créées pour qu'il n'y ait plus de guerre, pour que les pays arrivent à résoudre leurs problèmes dans des espaces de négociation. Les gens oublient que c'est pour ça qu'on a créé l'ONU. Sauf qu'il y a certains pays qui se sont dit, ben, créons peut-être l'ONU, mais nous devons prendre le contrôle de l'ONU. Et quand nous contrôlons l'ONU, on ne négocie plus, mais on fait notre volonté. Et l'ONU est devenue ça. On ne négocie pas. On fait la volonté des pays qui sont à la tête de l'ONU. Malheureusement, c'est un seul pays, les États-Unis, est allé au point de dire « le monde, c'est moi. Ce que je fais, c'est moi. Et c'est moi l'ONU. » Et il y aura une armée dans l'ONU qu'on appelle l'OTAN. Il faut comprendre tout ça pour comprendre exactement quels sont les profils, comment les gens regardent le monde. Et c'est d'ailleurs, parce que les gens ne comprennent pas ça, que les chefs d'État, comme Talon, ont un biais de regard sur le monde. Parce que quand il va nous dire qu'il ne peut pas avoir de guerre sur le sol européen, tout le monde applaudit. Le même Talon, le même, va demander de remettre, et M. Tapé Grobera l'a rappelé, Bazoum au pouvoir par les armes en Afrique. Alors, comment expliquer que le même Talon dit qu'en Afrique, il faut des armes, il faut faire une guerre pour remettre M. Bazoum au pouvoir? C'est-à-dire que le sang des Africains doit couler. Pour quelle raison? Pour ce que l'on appelle la démocratie. C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est la volonté populaire. Si la volonté populaire dit qu'elle ne veut pas de Bazoum, c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une volonté populaire imposée par des armées? À partir du moment où vous envoyez l'armée, c'est plus la volonté populaire. C'est un non-sens. C'est-à-dire qu'on va imposer un président élu par les armes, parce qu'il a été démocratiquement élu. C'est pas... En réalité, vous avez des gens comme M. Talon qui sont en réalité... C'est des Africains qui ont été traumatisés par l'esclavage, la colonisation et tout ça. C'est-à-dire que pour lui, ce qui est bien, c'est ce qui sonne occidental. La note est juste quand c'est une note occidentale. Et il est persuadé dans son être que quand Macron parle, Macron a toujours raison. C'est le personnage, vous n'y pouvez rien. C'est le personnage. Conséquence, il se retrouve alors dans des contre-postures, puisque ce qu'il pense ne sonne juste quand ça lui est dicté. Le seul problème, c'est que M. Talon a oublié que celui qui te dicte, il ne te dicte pas les choses parce que c'est le bon sens. Il te dicte des choses parce que ça va dans son intérêt. Il peut donc te dicter une chose et le contraire de cette chose, à condition qu'à ce moment, ça serve ses intérêts. Il se retrouve alors comme une marionnette qui a pourtant l'apparence d'intelligence. Vous savez, quand il a été élu, on a dit un jeune au pouvoir. On était content. Enfin, un jeune. Je ne sais pas si ça porte chance, les jeunes au pouvoir. Hein? Vous voyez, Macron, il ne sait plus quoi faire pour avoir un gouvernement. Vous voyez, Talon. Voilà le président qui se dit démocratique, qui a voulu mettre Bazoum au pouvoir par la force, et dans son propre pays, il interdit les manifestations populaires. Comme je l'ai dit à l'entame de ce débat, c'est pourtant les manifestations populaires qui sont l'expression de la démocratie.
Bon, maintenant, il avait peut-être d'autres raisons. Hein. Moi, je lui accorde le fait que d'être chef d'État, il avait peut-être d'autres informations. Parce que quand vous êtes chef d'État, vous avez peut-être d'autres informations. Comme j'ai dit, les manifestations doivent toujours être pacifiques. Peut-être qu'il avait les informations ou des risques de casse, auquel cas il a interdit la manifestation. À ce moment, il explique. Et il demande de mieux organiser la manifestation populaire. Mais il ne peut pas interdire la manifestation populaire. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, nous sommes dans un mouvement qu'on ne pourra plus arrêter. Et le mouvement est tellement fort que même les Français l'ont compris. Remarquez que tout ce qu'on voit là existe de façon avec une grande acuité dans les anciennes colonies françaises. C'est le symbole de cette mauvaise décolonisation. Vous ne trouvez pas les bases militaires anglaises ou portugaises, qui étaient les anciennes puissances coloniales, vous ne les trouvez pas en Afrique. Mais la France a voulu garder la main via le général de Gaulle pendant les décolonisations. En réalité, la France n'a jamais voulu décoloniser. Elle a juste transformé sa présence. On est passé de la colonisation à la néocolonisation. Exactement comme on est passé de l'esclavage à la colonisation. Sans qu'on ne se rende même compte que c'était pire. J'ai toujours expliqué que l'esclavage, on venait nous chercher de force, on allait nous vendre aux États-Unis pour travailler dans des champs et construire les États-Unis. Ah oui, ces pays ont été construits par notre sueur, par notre sang, parce qu'il n'y avait pas le pétrole. Nous étions le pétrole. La colonisation, c'est qu'ils sont venus chez nous, dans notre pays, nous arrêter, nous fouetter, nous tabasser, nous faire des travaux forcés chez nous. On a commencé à se battre pour décoloniser, pour être des pays souverains. C'était encore beaucoup plus violent. Si vous regardez les histoires des colonisations au Cameroun, comment nos grands-parents ont construit les chemins de fer à la main, sous les coups de fouet, que ce soit la période allemande ou que ce soit la période française. Pour l'Algérie, Madame Larbaoui peut vous en parler. Des crimes de la colonisation. Ce qu'on ne vous dit pas, vous restez la voix coupée. Et nous sommes aujourd'hui dans une période irréversible, parce que les peuples demandent de plus en plus à être autonomes. Et je disais, M. Macron l'a compris. Vous vous souvenez quand il y a eu les premières manifestations, le départ des armées françaises au Tchad, et je vous avais dit, écoutez bien, le narratif a changé. C'était sur votre plateau, je crois que c'était avec vous, Madame Siké. Je vous ai dit, écoutez, il parle maintenant de rétrocession. Et je vous ai dit, retenez ce mot. C'était la première fois qu'il parlait de rétrocession. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal, en Côte d'Ivoire? Ils ont utilisé le même mot, rétrocession. Et pourquoi je disais ça? C'est parce que les Français ont changé de posture. Et qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Macron vous a expliqué que non, c'est lui qui avait décidé, il a juste laissé que ces pays l'annoncent. Je vous avais dit, c'était la première fois que je vous avais dit, écoutez bien le mot rétrocession. Le mot a changé, on en reparlera. J'étais avec vous. Et ça s'est passé exactement comme je vous ai dit. Parce que la France a compris qu'il y a une volonté populaire, les populations n'acceptent plus. Et ils essaient alors de passer encore à la néocolonisation 2.0. C'est ça qu'ils organisent. Alors que leurs généraux vous disent qu'ils vont revenir vous coloniser sous d'autres formes avec tous les moyens de l'Europe. Ils vous disent, mais tiens, finalement, on a compris, on s'en va. On a négocié avec vos chefs d'État. Et ce chef d'État ne savait pas que derrière ces mots, en fait, Macron a anticipé pour ne plus subir les humiliations de l'AES. Vous n'avez pas compris ça? C'est pour ça qu'on a parlé de rétrocession. C'est une forme d'anticipation. Et même le colon a déjà compris, mais Talon n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris que la force est irréversible. Même si le colon, lui, il cherche, il est en train de calculer, en train de se demander comment revenir, comment garder sa colonisation. Parce qu'il n'en démord pas. La France ne veut pas décoloniser. La France ne veut pas vivre. On comprend pourquoi. Ils avaient les matières premières gratuitement par le franc CFA. J'ai déjà expliqué 1000 fois.
Mais je ne m'arrête pas d'expliquer que si je bats votre monnaie, je n'achète pas chez vous. Je vous redis, si je bats votre monnaie, je n'achète pas chez vous, je prends. Il y en a qui pensent que c'est bien le franc CFA. Oui, il y en a quelques lobotomisés africains qui disent « Ah oui, mais regardez, certains pays sont sortis et sont revenus de l'Algérie. L'Algérie utilise le franc CFA. » Pourquoi vous ne prenez jamais ces exemples-là? Ils utilisent le franc CFA et non plus le franc CFA. Et il y a certains Africains qui vous font des philosophies pour vous expliquer « Attention, attention, on ne serait pas capable de gérer une monnaie. » Les talons, il y en a plein en Afrique. Hein. Ils sont convaincus que le maître a raison. Ils sont convaincus, ils sont nés dedans. Et M. Talon n'a pas encore compris que non, il doit écouter la souveraineté populaire. C'est ça, être chef d'État. C'est mettre en œuvre la souveraineté populaire. Je vais sortir par là. Merci à vous, Monsieur Atangana. Monsieur Talon n'a pas encore compris qu'il faudrait bien sûr mettre en œuvre la souveraineté populaire. Merci infiniment. Madame Labaroui, au regard, en tout cas si on s'en tient aux analyses des panélistes, hein, l'écart se creuse donc de plus en plus entre le pouvoir de Patrice Talon et bien sûr le peuple béninois, et surtout sur un sujet qui intéresse fortement non pas seulement le peuple béninois mais d'ailleurs toute l'Afrique, le départ des troupes françaises sur le territoire. Mais ce qu'on sait également, Madame Labaroui, c'est que Tapé Gobera le rappelait d'ailleurs tout à l'heure, je pense bien Tapé Gobera, Monsieur Talon a déclaré qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle dans son pays. Alors on a l'impression que M. Talon essaye en tout cas de maintenir cette balance, éviter du moins jusqu'à son départ, ne pas être, c'est-à-dire ne pas se mettre à dos non seulement la France, mais de l'autre côté, ne pas également se mettre à dos sa population, essayer de maintenir cet équilibre-là entre ces deux forces, le temps de son mandat. Il n'y a pas d'équilibre, Madame Siké, il n'y a pas d'équilibre. Et cet homme-là, il est arrivé comment au pouvoir? Vous savez comment fonctionne le colon? Il vous met la liste de 3, 4, 5 personnes. C'est lui qui les a choisis et il vous dit, voilà les candidats. Donc, soit vous votez pour le choléra, soit pour la peste, c'est comme ça que ça se passe. Ce ne sont pas des gens qui sont arrivés avec des capacités et ils sont patriotes, et qui grimpent les échelons jusqu'à pouvoir se présenter à des élections. C'est des gens qui viennent de l'école Jules Ferry, donc c'est l'école colonialiste avec un esprit colonial, et c'est des gens qui ont fait leurs études en France. Donc on ne peut pas... Cet homme-là, ce que M. Atangana a expliqué, ils viennent avec des idées occidentales et tout ce qui est occidental est bon. Qu'est-ce qui va se passer maintenant au Bénin si M. Talon n'écoute pas? Exactement ce qu'on a vu au Burkina. Le Burkina, quand au Mali, la chose avait pris forme et la révolution populaire avait pris forme, on a commencé à avoir des Burkinabés qui voulaient sortir et le pouvoir en place à l'époque était contre. Et malgré le pouvoir, quand nous sommes des milliers dehors, le pouvoir est obligé de céder. Et c'est ce qui s'est passé quand les choses se sont aggravées. L'armée a parlé, l'armée a récupéré le pouvoir. On en est aujourd'hui à la AES. Le Niger, c'est pareil. Il y a eu des morts aussi au Niger. Il ne faut pas oublier le sang qui a coulé au Niger, hein, oui, à l'époque de Bazoum. Donc, on ne peut pas aller contre une révolution populaire. C'est impossible. Hier, il y a eu quelque chose qui s'est passé au Liban. Et c'est très important. C'est ce qui risque de se passer aussi au Bénin, dans d'autres pays. Israël a occupé quelques kilomètres et elle a expliqué qu'elle ne sortira pas. Netanyahou a expliqué que ça y est, c'est fait accompli, on ne quittera pas le sud du Liban. Des milliers de personnes sont descendues à pied, ils ont récupéré
pour une fois, le peuple libanais a récupéré ce que Israël a occupé avec les armes, ils l'ont récupéré sans les armes. Les chars israéliens étaient entourés avec une population civile, des enfants, des bébés, des vieillards, et ils étaient obligés de quitter. C'est ce qui s'est passé en Afrique en réalité. Surtout, le dernier élément qui a changé la donne complètement, c'est le Niger. Les peuples sont arrivés au point de non-retour, c'est-à-dire pour ma terre, pour la richesse de ma terre, pour ma dignité. Il est question de paix, de sécurité, mais de dignité. On nous a dépouillés de notre histoire, notre dignité. Les peuples sont à ça aujourd'hui. Les peuples ne céderont pas. C'est terminé. Et l'Afrique est en marche. C'est un train qui est en train de prendre de la vitesse, et c'est l'Afrique qui a donné l'exemple. Je l'ai toujours dit, c'est l'Afrique qui va libérer le monde de ce colonialisme. C'est l'Afrique qui n'a pas voulu voter contre la Russie, quand la Russie a vu que le Minsk 1 et 2 n'ont pas été respectés, donc il y a eu cette intervention militaire en Ukraine. C'est l'Afrique aussi qui s'est opposée à Israël et les crimes contre l'humanité et qui a jugé ce pouvoir, la Netanyahou. C'est l'Afrique c'est l'Afrique du Sud, donc c'est l'Afrique qui est en train de changer le monde. Et M. Talon n'a pas le choix. Quand il dit « je ne me représenterai pas en 2026 », eh bien qu'il nous le montre aujourd'hui. Il laisse son peuple s'exprimer comme on le fait en Europe, puisqu'il veut copier l'Europe. Eh bien, qu'il laisse son peuble s'exprimer. Mais s'il y a une question sécuritaire, ce que M. Atangana a dit, qu'il le dise, qu'il explique. Nous avons eu l'habitude en Afrique d'avoir des gens en place couverts par l'Occident. Ils ne communiquent pas avec leur population. Ils ne veulent surtout pas communiquer, puisque ce n'est pas les populations qui les ont ramenés à la place qu'ils ont pour diriger un pays, pour être président d'un pays. Donc, il ne donne aucune explication à leur peuple. Comment se fait-il qu'avec 10 000, 12 000 soldats sur le continent, la France a continué à dominer? Est-ce que les 12 000 soldats pouvaient faire face à tous ces peuples africains? Non, c'est avec ces endocolons qu'ils ont réussi à se maintenir sur le continent. Maintenant, ces endocolons sont minoritaires par rapport au peuple africain, par rapport à la dignité des peuples africains aussi, ça il faut le dire. Nous voulons vivre sur notre continent avec la dignité. Si j'avais eu le choix, moi je suis une victime du terrorisme, moi je serais restée dans mon pays. Et je ne suis pas restée, pourquoi? Par rapport à l'insécurité. Manger, on arrive toujours à trouver quelque chose à manger. Mais la dignité, la sécurité, c'est ce qui est difficile à avoir. Aujourd'hui, nous sommes en France avec plus de 30 ans de cotisation. Je subis les insultes de Marine Le Pen. Ça, c'est pour donner un exemple. Je ne suis pas en train de personnaliser. C'est ce que vivent les Africains. Éric Zemmour, vous avez le mot Algérie. À un certain moment, c'était Mali, Burkina. Mais il y en a marre de tout ça. Il y en a marre. On veut être sur notre continent avec notre dignité. On travaille, on progresse, on avance. C'est tout ce que les peuples africains demandent. Ils ne demandent pas la charité, ils ne demandent pas avoir des ONG chez nous sur le continent pour espionner tout ça. Nous demandons à vivre comme tout le reste du monde, qu'on nous fiche la paix une fois pour toutes. Et c'est ce qui va arriver à M. Talon. Un jour, il va y avoir un déluge de personnes dehors à lui dire « toi aussi dehors ». Dehors, si tu veux, l'Occident, va vivre en Occident. Les peuples africains, aujourd'hui, ils ont la soif de vouloir travailler et puis gagner de l'argent, se marier, pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Les jeunes, on a 70% de la population africaine qui a moins de 30 ans. Ils ont besoin de fonder une famille. Nous avons un esprit familial, nous savons comment nous fonctionnons en Afrique.
Mais un jeune qui arrive à 35 ans aujourd'hui, il est encore dans un gourbi chez ses parents. C'est pas normal tout ça, ce n'est pas normal. Et nous sommes sur le continent le plus riche à tous les niveaux, même au niveau des eaux. Nous avons la plus grande nappe phréatique au monde. Et puis nous pouvons, c'est un continent magnifique, la beauté du continent, sans parler des richesses bien sûr, comme le pétrole, le gaz, l'uranium, le lithium. On ne va pas citer tout ce qu'il y a en Afrique parce que dont a besoin le monde, on le trouve en Afrique. Maintenant, Monsieur Talon, et s'il m'écoute, eh ben, il faut se ranger du côté du peuple. Peut-être qu'en se rangeant du côté du peuple, le peuple vous gardera même en 2026. On ne sait pas. Mais il faut laisser ce peuple vivre. C'est tout ce qu'il demande. Merci. Merci à vous également, Madame Labaroui. Avant d'aller, peut-être dans quelques minutes, les numéros de téléphone seront également affichés pour permettre à nos téléspectateurs de participer à cette émission. Tapez Groubera. On a Monsieur Talon, du moins, lorsqu'on voit le Bénin, Monsieur Talon et les actes, est-ce qu'on lui reproche effectivement la présence ou alors ce lien, on va dire quoi, très fort avec la France au moment où les peuples africains aujourd'hui réclament cette rupture, du moins, avec l'ancien colon. On voit également un Bénin sur le plan culturel. D'ailleurs, cette action du Bénin a été fortement saluée lorsque le pays réclame justement ses biens, on va le dire sur le plan culturel, ces objets d'art comme ça depuis 2017. On sait qu'il y a ce processus et d'ailleurs 26 trésors, selon les dernières informations, ont déjà été restitués justement au Bénin. On rappelle, on sait que le Bénin, c'est un pays qui regorge énormément, d'ailleurs comme tous les autres États africains. Alors lorsqu'on voit cela, d'aucuns pensent que effectivement le Bénin a peut-être son approche, a peut-être une autre façon de réclamer ou de reprendre ce qui lui revient de droit via une certaine forme de diplomatie. Le cas avec la restitution de ces objets ou alors de ces trésors. Est-ce que cela ne peut expliquer également le fait que le Bénin ne réagisse pas forcément comme on le souhaite en ce qui concerne, par exemple, les accords de défense avec la France? OK. Ben, je vais m'attarder un tout petit peu sur les éléments, sur la restitution des artefacts et objets culturels du patrimoine africain. Oui. Je rappelle à toute fin utile qu'on a au moins, je dis bien au moins 500 000 objets et artefacts du patrimoine africain qui sont dans les musées occidentaux ou bien enfin, qui sont confisqués, qui ont été volés, confisqués par les Occidentaux. 500 000. Sur 500 000, on parle de 26, c'est quoi? C'est rien ça. C'est comme une goutte d'eau chaude dans la mer. Donc, on ne va pas nous distraire avec ça. Première des choses. Parce que moi, cette question-là, je crois, il y a 5 ans, j'ai participé à une conférence. Oui. Et il y a quelqu'un, c'était ici en Belgique, qui avait dit, ben, écoutez, on veut bien vous restituer, mais vous n'avez pas de musée. La question que je lui ai posée, quand vous prenez, c'est dans un musée, vous l'avez pris ou bien vous l'avez pris? Ben, c'est ça aussi. Oui. En fait, nous avons deux visions paradigmatiques de cette situation. Eux, ils voient comme un objet comment on appelle, de parure. Or, nous, ce sont les éléments qui font partie de notre patrimoine culturel, ou même, je parle de notre spiritualité. C'est la vie des individus qui sont là. Pourquoi? Il faut aussi qu'on explique. Pourquoi est-ce que les gens tentent de ressusciter? Parce que c'est ce qu'on appelle ces objets-là. En fait, ce sont les vies. Et il y a des énergies qui ont commencé à renaître à travers les rituels qui ont été faits par les Africains. À tel enseigne qu'en Europe, en Occident ici, il y a des gens qui ne doivent pas toucher une touche et qui ont perdu la vie. Donc les gens savent qu'il y a un danger, ils les guettent. C'est pour cela, pourquoi ils ne ressuscitent pas tout? Parce qu'ils savent que quelques-uns qui ont régénéré leur énergie intérieure et qui ont envoyé les gens dans l'autre côté, ils ont vu qu'ils étaient dangereux. Voilà pourquoi ils les sélectionnent. On leur dit, ben, on préfère les évacuer pour que les Africains continuent de s'occuper d'eux. Mais sinon, ce n'est pas de bon cœur. Donc, on ne peut pas mettre ça à l'actif de M. Talon.
D'autant plus que quand vous prenez un monsieur comme Zinsou, qui est aussi un élément de la France-Afrique, comment on appelle sa fondation, qui est dirigée par sa fille, c'est tout dans cette logique. Donc, je veux dire, ce n'est pas à mettre ça au bénéfice de M. Talon. Oui. Loin s'en faut. Ce n'est pas à mettre ça au bénéfice de M. Talon. Je pense même que vous allez parler, madame, de l'institution, par exemple, de la journée du Vaudou, du 15 janvier. Là encore, c'est l'ancien président, M. Nicéphore Sopre, qui l'a institué. Et c'est vrai qu'il a été véritablement mis en application sous Talon. Mais voilà, c'est ça la vraie réalité. Donc, il n'y a pas une question de démarche qui serait propre au Bénin par rapport aux autres et qui donne l'impression que, bon, il y a une démarche plus réfléchie. Moi, c'est pour ça que je n'aime pas l'expression colon. Il n'y a pas eu de colonisation en Afrique, il y a eu des occupations. Il faut qu'on utilise les termes. Je rappelle, et je vais toujours le répéter, le 3 septembre 1939, c'est la France et l'Angleterre qui déclarent la guerre à Hitler. Je reprends. Le 3 septembre, dimanche 3 septembre 1939, c'est la France et l'Angleterre qui ont déclaré la guerre. Je l'ai mis dans mon livre. Lorsque le 3 septembre est arrivé, la France était la première à attaquer l'Allemagne au niveau de ce qu'on appelle le Saarland, du côté des Saarbrücken. Et ils ont été stoppés par les Allemands. Donc, ce sont les Français qui ont été les premiers. Les Allemands ont répliqué et ils se sont retrouvés à Paris, ils ont récupéré. Qu'est-ce que les gens ont dit? On parle d'occupation. Maintenant qu'on me montre un seul pays africain qui a déclaré la guerre à ses puissances, à ses occidentaux. Il n'existe pas. Eux, ils déclarent la guerre. On les bat. Ils parlent d'occupation. Nous qui n'avons pas déclaré la guerre, les gens viennent occuper notre territoire et nous sommes là pour parler de colonisation. S'il vous plaît, ne dites plus le mot colonisation. On n'est pas une colonie. On n'a jamais été une colonie. Les gens sont venus occuper nos territoires. C'est ça, à parler du mot. Les mots sont très importants. C'est un peu comme quand on parle d'esclavage. Nous ne sommes pas des Slaves. Le mot esclave vient des Slaves, slavus. L'esclavage a commencé en Europe ici à partir du 5e siècle et ça s'est terminé au 20e siècle. C'était ça, le fait de vendre les Slaves, les Russes, les Bulgares. Et vous avez le quai de Venise. Pour ceux qui veulent, vous pouvez aller au quai de Venise, ça a servi à ça. Nous, on n'a pas été esclaves. Nous, on a été rasiés. On a été rasiés et on a été déportés. C'est différent. Donc, parce que quand on rentre dans les schémas de l'esclavage, on mélange les choses. Non. Les Africains, les nègres ont été rasés. Et ça a été fait quand? Après ce qu'on appelle la controverse de Valladolid, qui a eu lieu en 1550-1551, il y a eu une réunion qui s'est tenue où un prêtre dominicain, comment on appelle, Bartolomé de Las Casas, a défendu ce qui était imposé ce qu'on appelle aujourd'hui les Amérindiens. Et c'est à partir de là, il dit que les Amérindiens ont une âme, on n'est qu'à les laisser qu'on aille chercher les Noirs. Voilà comment tout a commencé. Donc, il ne faut pas que nous, on mélange les choses. Je fais cette note. Les parenthèses sont très importantes. Je dis ça pourquoi? Je vais encore finir, peut-être d'une autre digression. Quand on parle des Sémites, ce sont les Juifs, enfin, ce qu'on appelle les Juifs et les Arabes. Vous avez vu que les Juifs se sont appropriés seul le mot. Ça dit, c'est aberrant. Quand on parle du mot Sémite, c'est les Arabes et les Juifs. Mais aujourd'hui, un Juif dit que quand un Arabe l'attaque, il est antisémite. Ça dit que c'est comme un Noir qui dit qu'il est anti, c'est pas comme un négrophobe. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a tout fait, on a donné ce mot-là, rien qu'aux Juifs. Or, quand on parle de sémites, c'est Arabes et les Juifs. Donc, nous aussi, nous ne prêtons pas le soin en utilisant des expressions qu'ils veulent. On n'a jamais été colonisés, on a été occupés. Donc, pour dire que tous ceux qui sont favorables, je le dis dans mon livre, je ne suis pas dans le jeu, j'ai écrit ce que je pense et je pense ce que j'ai dit. Donc, au cours de cette occupation, ils sont venus voler les objets. Et il y a quelqu'un qui a tenté de dire oui, mais il y a les lois. Je lui ai dit, est-ce que vous avez les factures? Voilà, parce que c'est ça aussi le véritable problème. On dit on ne peut pas nous donner parce qu'il y a telle loi, etc. J'ai dit, mais si vous avez les factures, vous nous les montrez, selon lesquelles on vous a vendu. Si les factures n'existent pas, c'est que c'est du vol, vous avez volé, et ça c'est une réalité. Donc, pour ne pas trop m'éloigner et revenir à la thématique dont il s'agit, il n'y a pas de démarche différente des pays africains. Tous les pays africains aspirent à un border. Aujourd'hui, je l'ai dit dans mon livre, quand M. De Gaulle arrive, la première des choses, en février 1966, il est écrit, alors que les États-Unis ont participé à la libération de la France, il est écrit pour qu'il y ait départ des soldats, comment on appelle, américains sur le territoire. Lui, il est écrit. Et les 185 bases qui étaient installées là sont parties. C'est d'ailleurs comme ça que le siège de l'OTAN est passé de la France, il est arrivé aujourd'hui en Belgique. Mais avec la
volonté des pays de la Belgique. Mais nous, ces bases qui sont installées, ou bien tout ce qui a été pris, a été fait contre la volonté des Africains. On va même plus loin, c'est d'ailleurs dans ce sens que j'ai écrit mon livre, on va même plus loin. Des bourreaux de l'Afrique, des bourreaux. Hein. Quand vous prenez un monsieur comme Gallieni, ça c'est le Hitler des Malgaches. Quand De Gaulle, ça c'est toute l'Afrique. Ils sont comme ça, j'en cite. Donc on prend ces bourreaux d'Afrique et on leur donne des rues. Mais ça veut dire que nos ancêtres sont en train de souffrir. Alors que nous, on ne met pas en avant nos ancêtres, on met les ancêtres des autres en avant. Il faut qu'on arrête ce genre de jeu-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut que M. Talon sache que le vaillant peuple du Bénin, que moi j'ai eu la chance de côtoyer, et qui était un peuple vaillant, qui était un peuple qui est trempé dans sa tradition, demande simplement que le territoire soit libéré. Quand vous allez à Ouida et que vous devez faire ce qu'on appelle les 7 tours. Pour ceux qui ont la possibilité, allez-y à Ouida. Vos larmes coulent. Parce que vous avez ce qu'on appelle, je vais finir par là, la maison avant le départ. C'est-à-dire, c'était un trou qu'on a creusé. On prend nos parents, entre-temps, avant qu'ils soient embarqués, les fous dans ce trou-là, et il n'y a pas d'électricité pour qu'ils perdent l'usage de tout. Et il doit passer quelques jours. Quand après on les prend, on les met sur les bateaux, qu'on va mettre dans les négriers qui ont été constitués en Europe, parce que souvent les gens racontent des histoires dormies debout, les Africains ont participé. Je dis, je mets quiconque au défi de me montrer le nom d'un seul Africain qui allait construire les bateaux avec les Européens avant qu'ils ne viennent ici. Ça n'existe pas. Donc quelqu'un ne peut pas partir de chez lui en prenant une Kalachnikov pour venir chez vous, et puis on a dit non, il est venu, et puis vous avez participé à sa bêtise. Les Européens, quand ils venaient, ils ont construit d'abord les négriers avant de venir les bateaux, dans lesquels tout était disposé. Donc ils sont venus avec une intention bienveillante. Ce n'est pas une question de participation des Africains. Tout ça, c'est autre chose. Bon, je finis par un dernier élément, parce que souvent on raconte des histoires. J'oublie le nom de l'auteur, mais j'ai le livre là. Est-ce que vous savez que vous pouvez taper sur Google, vous pouvez avoir le livre, les enfants d'Hitler, les soldats juifs d'Hitler. Vous savez, il y a eu combien? Il y a eu 150 000 juifs qui étaient dans l'armée d'Hitler. On n'en parle jamais. Et c'est nous qu'on veut accuser chaque fois qu'il s'agit d'Afrique. Donc, pour ce qui est de cette situation-là, M. Talon doit savoir que le peuple vaillant du Bénin est en harmonie avec tous les peuples africains. Et nous exigeons ici et maintenant le départ sans condition de toutes les troupes d'occupation. D'autant plus que ce qui s'est passé déjà au mois de janvier est très grave. Ils étaient là, je vous ai dit, de 16h jusqu'à minuit, les enfants qui venaient à peine de sortir de l'école se sont battus et malheureusement, beaucoup sont passés de l'autre côté alors que l'armée française est là-bas. Donc, ce qui veut dire son rôle, c'est la déstabilisation des pays de l'AES. Or, les Béninois sont solidaires du Burkina, du Mali et du Niger. Je m'excuse parce que j'ai une préoccupation, c'est ce qui fait qu'un rendez-vous, je dois malheureusement partir. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Tapé Grobera. C'est d'ailleurs pour cela, effectivement, que nous avons passé la parole bien avant. Si la réalisation peut arrêter... Voilà, merci. C'est pour cela que nous avons passé la parole bien avant d'aller au standard. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Tapé Grobera. Malgré vos occupations, vous êtes venu tout de même partager ce petit instant avec nous. Merci infiniment et très très bonne matinée de votre côté. On va poursuivre donc au standard avec les téléspectateurs avant de revenir sur le plateau avec les autres invités. On va prendre Monsieur Gérard depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour, Madame Manuela Siké. Bonjour. Et bonjour à tous vos invités, à tous vos techniciens. Ce n'est pas... c'est Richard de la Côte d'Ivoire. Richard. Okay. Merci. Concernant les manifestations, la manifestation qui a été annulée au Bénin, j'avais dit ça un jour où cette thématique-là a été présentée. Je disais que une telle manifestation contre la présence de l'armée française devait être une manifestation spontanée, de sorte qu'ils ne pouvaient pas avoir le temps de pouvoir contrecarrer. Mais quand ils ont annoncé et qu'ils disent qu'ils vont prendre des dispositions pour faire cette manifestation, je vous ai dit, j'ai dit ça, c'était déjà un échec. C'était un échec, ça ne pouvait pas réussir. Et puis voilà, la vérité est là. Et donc, je pense que les Béninois, quand ils doivent manifester, ils n'ont pas besoin de l'approbation de choses qu'on appelle de leurs gouvernants.
En fait, il y a deux types de manifestations. Moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas imbu des lois des pays, mais je pense que une manifestation telle qu'elle est connue, ça c'est un truc qui est spontané, c'est une réaction du peuple. Et donc ça, il n'y avait pas besoin de chercher à prendre l'accord des gouvernants et tout et tout. Les gars devaient être sur le fait, et puis maintenant, bon, la manifestation allait prendre. Mais si vous voulez discuter avec vos dirigeants, que vous-même vous savez qu'ils sont corrompus, les dirigeants qui vous ont dit que l'armée française, il n'y a pas un seul soldat français sur le territoire béninois. Mais comment est-ce que vous voulez que cette personne puisse admettre qu'il y a une manifestation contre ce que lui-même il réunit? Donc, je pense que Talon est dans sa droite ligne. Même si c'était moi-même, je vais refuser cela parce que j'ai déjà dit que c'est des personnes qui n'existent pas chez moi. Bon, ce qui n'existe pas chez moi, comment est-ce que je vais permettre une manifestation contre ce qui n'existe pas chez moi? Ah, mais c'est ça. Et donc, il est dans sa logique. Mais je pense que l'erreur est venue de la société civile et des syndicats béninois, parce que là, ça devait être spontané et puis bon, ils allaient pouvoir manifester. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Et maintenant, excusez-moi, j'ai été, disons, outré par rapport à une émission que j'ai suivie en Côte d'Ivoire. Ici, je vais taire le nom de cette émission-là, mais il y avait un monsieur qui, ce qu'on appelle, un journaliste qui était sur le plateau, Alafé Wakili, qui vraiment de façon, chose qu'on appelle, méprise, excusez-moi, c'est pas Alafé, excusez-moi, ce n'est pas Alafé, c'est Conan, qui de façon méprisante parlait du passeport de l'AES. Vous voyez, nous sommes tous africains, nous sommes tous africains. On peut avoir des positions divergentes, ça c'est sûr. Même les Occidentaux que nous croyons unis et forts là, ils ont des divergences, mais les divergences là, ils ne les exposent pas. Ils ne les exposent pas. Mais comment est-ce que toi, un journaliste, tu peux te permettre de mépriser, de parler avec vraiment chose qu'on appelle, je ne sais pas comment qualifier pour ne pas être désagréable, mais j'étais vraiment chose qu'on appelle choqué et puis attristé. Comment tu peux minimiser et mépriser le passeport d'un pays parce que seulement ils se sont retirés de la CEDEAO? La CEDEAO, c'est quoi? La CEDEAO a apporté quoi? La preuve, le parlement de la CEDEAO, il y avait ce qu'on appelle le député sénégalais. Quand il allait intervenir tout le temps à ces assises-là, mais les gens ne faisaient que l'interrompre. Et c'est à cause de ce député sénégalais-là à qui je dis vraiment merci et que Dieu le bénisse, que nous avons compris que vraiment la CEDEAO, c'était un foutoir, excusez-moi de ce mot, mais c'était un foutoir. Et donc, si des personnes se retirent de ces bêtises-là, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va les jeter l'anathème. Si la Côte d'Ivoire veut, on continue dans nos bêtises dans lesquelles nous sommes. Si vous voulez être des sous-hommes, bon, on est des sous-hommes, on continue, mais ne méprisez pas les autres nations. Ne méprisez pas les autres nations. Ce n'est pas parce qu'ils ont une forte communauté chez nous que vous allez penser que oui, par rapport à ça, donc les gens vont céder à vos injonctions. Non, loin de là. Vous pensez que ce pays-là, il n'est pas capable de s'occuper de cette population-là. Mais vous allez voir, je vous donne jusqu'à 10 ans et Dieu va nous dire ce qu'il en est réellement. Mais ce n'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Ça a été méchant de la part de ce journaliste-là. Et je n'ai vraiment pas approuvé ça. Mais comme eux, ils ne veulent pas qu'on appelle sur les chaînes-là, ils font leur débat entre eux, pour raison pour laquelle on n'a pas pu intervenir. Excusez-moi, mais si je profite de votre antenne pour ce coup de gueule-là. Merci beaucoup et puis bonne journée. Merci à vous également, monsieur Richard, depuis la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas à vous excuser, puisque ça rentre plus ou moins dans le cadre de notre thématique. Hein. Voilà, merci en tout cas d'avoir appelé ce matin, monsieur Richard, depuis la Côte d'Ivoire. Nous allons rester au standard et prendre un autre téléspectateur. Allô? Allô? Merci en tout cas d'avoir appelé ce matin, monsieur Richard. Allô, allô, bonjour. Peut-être qu'on prendra notre téléspectateur le standard. D'accord. Ok. Allô? Bonjour, bonjour, Madame Manela. Bonjour, monsieur.
Bonjour Adam Vera qui vient de partir. Je salue vraiment tous les panels. Je salue aussi les techniciens. Je salue le DG de For You Media. Ce matin, vraiment, soyez tous bénis. Et je voulais vraiment revenir sur l'essentiel de l'actualité de ce matin, voulant dire directement par rapport à la manifestation au Bénin. Cela a été une erreur de la société civile. Aujourd'hui, j'accuse tous ces gens de personnes qui ont mis la population dans ce genre de choses parce qu'ils ont donné une lueur d'espoir à la population pour pouvoir dégager ce que nous appelons toujours les troupes françaises étrangères en Afrique et précisément au Bénin. Mais si cela n'a pas été reçu, cela veut dire qu'il y a eu des malentendus entre la société civile et le gouvernement. Et pour cela, je voulais dire à la société civile que c'est une erreur qu'ils ont. En réalité, ils ne devaient même pas avoir une discussion entre le gouvernement et la société civile. Ça devait être en même temps une manifestation pour que l'ascendant ne puisse même pas pouvoir contrôler cette manifestation. Et cela va porter vraiment cette manifestation à un niveau où le gouvernement sera obligé maintenant de pouvoir mener ce que la population. Mais si aujourd'hui, cela n'a pas été fait, cela veut dire que c'est une erreur faite par ces gens de personnes qui ont organisé cela. Donc, c'est ma petite contribution ce matin. Passez une bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup et très très bonne journée. Merci pour cette contribution. Nous restons au standard. Allô? Bonjour, Manuel Tipou. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous vos invités. Bonjour à toute l'Afrique. Moi, c'est Bernard Mebumba depuis le Cameroun. Bienvenue, monsieur. Ma contribution ce matin, c'est juste un message à nos leaders, à nos chefs d'État, pour leur dire que nous sommes des Africains et déterminés. Nous sommes debout comme un seul homme pour libérer l'Afrique. S'ils ont signé leur truc avec la franc-maçonnerie, ça n'a rien à voir avec le peuple africain. Nous n'avons pas fait de compromis avec la franc-maçonnerie. Alors, il est temps pour eux de dégager, de nous laisser connaître aussi le bonheur. Parce que le peuple africain a aussi le droit de connaître le bonheur. Nos enfants ont besoin de connaître le bonheur, ont besoin d'aller à l'école, ont besoin de se soigner, ont besoin de voir leur pays se développer. Alors, M. Talon, s'il est intelligent, s'il a encore un peu d'humanisme en lui, qu'il laisse son peuple se manifester. Il a l'occasion de sortir par la grande porte. Mais s'il s'entête, il sortira par la fenêtre. Et il ne connaîtra pas une retraite méritée. L'Africain ne tue pas son frère. Il peut se retirer et il va jouir d'une bonne retraite. À tous les autres, c'est le même message que je passe. Il est temps. Nous ne sommes pas là pour liquider nos frères d'après ce que l'Occident nous a imposé. Non. L'esclavage est terminé. Il ne faut pas qu'au XXIe siècle, ces gens cherchent encore à nous maintenir dans des choses qui n'ont pas de tête ni queue. Pour les autres, je leur lance ce même message. Ils ont maintenant la possibilité de se retirer et de laisser les choses aller tout seuls. En Côte d'Ivoire, c'est aberrant de voir un éminent économiste comme M. Alassane Ouattara dire que le franc CFA est une bonne chose. En quoi est-ce que le franc CFA peut être une bonne chose pour l'Afrique? Vraiment. On comprend qu'ils ont dealé, ils ont fait leurs choses là-bas, mais qu'ils ne nous entraînent pas dans leurs histoires là. Je tiens à remercier le promoteur de For You Media
je vous félicite pour votre travail depuis Afrique Média et je vous dis, toute l'Afrique est derrière vous et vous avez le soutien de toute l'Afrique. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Mebenga. Merci également d'avoir appelé. Merci surtout pour ce soutien que vous apportez à For You Media Africa. Merci infiniment. On va poursuivre et prendre notre téléspectateur au standard. Allô? Bonjour l'Afrique, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour au panel. Merci pour ce que vous faites chaque matin pour nous. Ici, c'est Nakom Kofi. Okay. Je vis au Ghana maintenant depuis 6 mois. Et j'étais ici quand les élections se sont passées. Bien sûr, le président a l'intention panafricaniste. Mais comme je l'ai toujours dit, il faut toujours regarder le gouvernement que le nouveau dirigeant amène avec lui. Nous avons remarqué qu'il y a un pipeline que les colons ont bien organisé. Il y a toujours le ministre des Finances, de l'économie, des mines et de l'énergie que la population ne connaît pas. D'un seul coup, on vous donne le nombre de ministres avec des noms peut-être autochtones, peut-être chrétiens ou autochtones. Et c'est les mêmes gens, parmi ces ministres-là, qu'un devient Premier ministre et après, il est candidat pour la présidence. C'est ce qui se passe ici. Tous les noms de ces postes clés ont été octroyés à des gens que la population ne connaît pas. Donc, proposés par le colon. Ceci dit, c'est pour avertir tout Africain que nous devons faire attention à la nomination des personnes qui nous représentent au sein du gouvernement. Parce que ces postes clés, c'est des postes qui sont octroyés à des gens qui seront des futurs premiers ministres et des présidents. Maintenant, je vais parler aussi du Sénégal qui accepte une école militaire pour entraîner les militaires. L'Amérique octroie une somme comme si les Européens et les Américains ont une fois donné de l'argent pour rien. Nous, on a besoin de ces Européens pour venir nous entraîner. Alors je dis à Sanko et son dauphin que nous, on est sur un chemin où il n'y a plus de recul. S'ils veulent nous joindre, ils peuvent nous joindre. S'ils ne veulent pas nous joindre, de toute façon, ils vont quitter après un mandat. C'est assuré. Et il y a aussi quelque chose qui s'était passé. Il y a le président Poutine qui était en conférence et il a eu un appel d'Ambalo. Qu'importe mon opinion sur cet individu, mais c'est les commentaires des Français sur l'appel et celui qui a appelé et pourquoi Poutine a interrompu son appel pour aller recevoir sa conférence pour aller recevoir l'appel. La condescendance, je ne comprends pas, la haine du Français contre la personne africaine, on a vu ça en Mondovision. Le pays est pauvre. Qui est cet homme qui appelle Poutine pour que Poutine suspende sa conférence pour recevoir. Je vous dis, nous, on doit être conséquents en tant qu'Africains maintenant. Je l'ai dit l'autre fois, on est là à tuer des gens qui ne méritent pas d'être tués et on laisse des gens qui devaient être exterminés vivre parmi nous et créer le chaos. Je vous dis, je n'ai pas encore entendu un Français, un citoyen français en Afrique, appelé For You Media pour nous dire, oui, nous Français, citoyens, on n'est pas derrière notre gouvernement en ce qui concerne le mercenariat et les tueries en Afrique. On n'en a pas encore vu. Et je vous dis, la self-défense doit être proclamée haute et forte.
C'est tout ce qui nous est réservé naturellement. Je ne vais pas prendre toutes les minutes sur votre onde. Je vous remercie beaucoup pour les travaux que vous effectuez chaque jour. Mais nous devons être conséquents contre ceux qui nous font du mal. Et actuellement, c'est la France et l'Amérique, et on doit être conséquents. Merci et bonne journée à tout le monde. Merci à vous également. Très bonne journée du côté du Ghana. Merci d'avoir appelé. Les codes d'accès, le plus 237 683 20 96 61 ou encore le plus 237 693 58 96 68. Nous allons rester encore au standard quelques minutes avant de revenir conclure avec nos invités. Allô, bonjour. À l'écoute, je vous entends. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Belko Ali, j'appelle de Niamey au Niger. Bienvenue, monsieur Ali. Allô? Oui, monsieur Ali, bonjour et bienvenue. On vous écoute. Donc, bonjour, je disais, je m'appelle Belko Ali, j'appelle de Niamey au Niger. Oui. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie les panélistes. Vous savez, pour le Bénin, là, c'est une affaire vraiment compliquée. Pour le Bénin n'aurait pas dû, dès au début, laisser, quand au Niger, il y avait eu le problème, ils se sont empressés de mettre des sanctions. Maintenant, nous, ce qui nous est défendu, c'est de nous emporter contre les autorités béninoises, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que c'est parce qu'ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela, que nous disons cela. Maintenant, le monde entier a su maintenant ce dont ils sont capables. Donc maintenant, le monde entier a su ce qu'ils sont en train de manigancer contre l'AES. Et je remercie déjà le peuple béninois pour ce premier pas. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Il ne faut pas baisser les bras. C'est déjà un point de gagné. Donc, c'est du courage. C'est comme ça, ça viendra. Nous-mêmes, quand on souffrait, quand il y avait eu le coup d'État, c'est spontanément que tout le peuple du Niger s'est levé pour apporter son soutien aux autorités du CNSP. Donc vraiment, nous vous remercions. Nous remercions tous les Africains qui se sont mobilisés en faveur des peuples de l'AES. Merci pour tout le monde. Merci pour toute l'Afrique. Tous les Africains. Tous. Les Camerounais, vous avez fait de votre mieux. Voilà un pays vraiment panafricain. C'est comme, on n'oublie jamais le Cameroun, le Ghana, l'RDC Congo qui a aujourd'hui ces problèmes. Nous prions beaucoup pour eux à cause de Patrice Lumumba, bien sûr. Les Ignobé, tous ceux-ci ne sont pas morts, ils sont vivants. On les voit à travers vous, Madame Sikié. Vous vous battez de jour comme de nuit. Je suis Nguéné. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes vraiment fiers de vous. Merci, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'Afrique et pour les Africains. Linda Larbaoui, Ari Atangana, Dr Yam Timba, les 3A, celui qui vient de quitter le panel là tout de suite, Tapé Boubera. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Merci vraiment, vraiment, le peuple nigérien et le peuple de l'AS à travers moi, vous remercie pour tout ce que vous faites.
Nous prions beaucoup pour les Béninois, nous prions beaucoup pour les Nigérians. Vous avez vu ce qui s'est passé tout récemment au Nigeria? Les militaires qui ont été sacrifiés, parce que ça c'est un sacrifice. Oui? Quand on leur parle, ils disent non, c'est pas comme ça. C'est comme ça les Français sont. Et puis mon prédécesseur vient de dire que les Européens, les Français n'appellent pas sur votre télé pour dire qu'ils nous apportent leur soutien. Non, les Français ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais. Les Français et les autorités et le peuple français, il faut être clair, il faut le dire. Aujourd'hui, ce n'est plus rien à cacher. Il ne faut pas cacher certaines choses. Ils sont comme ça. C'est notre richesse, on prenait, on leur envoyait pour qu'ils mangent. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Donc vraiment, je pense que ils vont voir les conséquences après. Dans 2 ans, je vous donne 2 ans, hein, si l'uranium du Niger ne va pas et ça n'ira jamais. Jamais. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Nous avons oublié. La souffrance, là, nous en avons oublié depuis le 26 juillet. Wallahi, depuis le 26 juillet. Les Nigériens sont fiers de leurs autorités. Nous sommes fiers, nous sommes dans notre pays, nous nous sentons bien. Et nous prions pour tous les peuples africains, pour la RDC Congo, pour les autres pays, les Nigériens, le Bénin, qui sont occupés par des malhonnêtes, parce que ces gens-là, ils ne seront jamais... Ce ne sont pas des humains. Oui. Ce ne sont pas des humains. Merci beaucoup, For You Africa. Merci beaucoup. Merci vraiment pour tout ce que vous faites. Monsieur Belko Ali, Niamey, Niger. Merci à vous, Monsieur Ali, depuis Niamey au Niger. Merci pour cet appel et ces encouragements et soutiens. Merci infiniment. On prend le dernier, certainement, téléspectateur. Allô? Allô? Ouais, c'est Sinari Ibrahim, à Ouagadougou. Bonjour, Monsieur Ibrahim. Oui. Ouais, bonjour. La famille, ça va? Ça va. Je salue tous les caméramans, les journalistes, les techniciens et les invités. Je veux remercier l'émission d'hier. Votre invité d'hier, là, il y avait 4 invités hier, une dame avec Yam. Monsieur Ibrahim? Est-ce qu'on a le standard? On a perdu Monsieur Ibrahim, il me semble. Bon, on va... Qu'est-ce qu'on fait, le standard? On prend un dernier? On va peut-être prendre un dernier. Allô? Bonjour, Manuela Siké. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous les... Bonjour à ma maman, Linda Landari. Comme vous voyez, je suis tellement fier de For You Media par rapport à l'éveil de conscience des peuples africains. Et je voudrais saluer mes 4 champions, burkinabé, malien, nigérien, avec le peuple de Centrafrique. Vraiment, c'est un peuple digne qui donne la voix de la liberté des Africains. Voilà un professeur, hein, un professeur qui a commencé à libérer l'Afrique. Voilà un professeur. Partout là en Afrique, qui ne veulent pas, comme les talents, qui ne veulent pas savoir que les peuples africains, les bases militaires, c'est eux qui créent le terrorisme en Afrique, le djihadisme, c'est eux. Que ces bases militaires partent, vous allez voir comment on serait libre. Qui alimente ce terrorisme avec du carburant, la nourriture, dans un forêt? C'est les qui? Ce sont les bases militaires. Donc, il faudrait que ces bases militaires partent. Franchement. Et je voulais dire à mes 4 champions, s'il vous plaît, mettez un accent dans vos combats. Parce que les combats ne se gagnent pas en 10 ans, en 20 ans. Voilà comment on a attaqué la Russie.
Ça a pris du temps, hein? Ça a pris beaucoup de temps. Donc, vous pouvez construire votre pays, peut-être même en 20 ans. L'Occident ne va jamais laisser parce que c'est grâce à nous qu'ils vivent. Donc, ils vont prendre tout leur temps pour revenir en force. Donc, vraiment, les 4 champions, là, quand vous faites votre pays, quand vous construisez votre pays, là, mettez l'accent à ne plus revenir en arrière. Et la population doit être éveillée par rapport à ça. Parce que sinon, quand vous allez libérer peut-être votre combat, de dire que voilà, la démocratie revient, vous allez voir les démocrates que l'Occident va encore envoyer dans votre chemin. Venir reprendre 3-0. D'abord, l'autre l'a dit. Hein? L'autre, il y a un Français qui l'a dit dernièrement, hein? Je ne sais pas si c'est un général, que s'il y a un nouveau régime au Tchad, donc attention, vraiment attention. Attention, quand je dis attention, vraiment, faites attention. Voilà ce que la Russie a eu. Ça fait au moins peut-être 60 ans aujourd'hui on était en train de combattre, préparer tout pour les attaquer. Donc, vraiment, merci beaucoup à Foyou Média. On est conscient, on est éveillé. Ça va durer. On se réveille comme ça. Là, d'abord, il n'y aura plus un autre retour en arrière. Comme on est parti, on est parti. Merci beaucoup, Foyou Média. Vous également, cher monsieur. Merci pour cet appel. On va vous prendre monsieur Zerfel, qu'on a quand même calé depuis un moment. C'est lui qui va fermer le standard. Monsieur Zerfel, bonjour. Bonjour la diva, bonjour à vos techniciens et puis à vos invités. Et sans oublier quelqu'un. Et moi, je suis un peu rapide parce que ce que les Béninois ils ont vu maintenant, parce qu'ils ont vu clair. Parce que ce que le président faisait, il pensait que c'était de l'amusement. Ils n'ont pas réagi quand Talon mettait, les bâtons dans les roues du Niger. C'est maintenant ils ont vu que ils ont perdu des soldats, c'est maintenant ils voient que il faut agir. Rien n'est dans ce monde-là. Ce qu'ils ont commencé, il faut qu'ils terminent correctement pour que la paix arrive dans leur pays, pour qu'ils puissent aussi coopérer avec ces autres frères qui sont autour d'eux. Alors, c'est pourquoi moi, pour m'arrêter, pour sortir, parce que vous avez plus de temps, moi, je veux dire au général Tani d'envoyer des bus aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les ressortissants qu'ils ont déversés à l'ambassade là-bas pour qu'ils puissent les emmener au Niger. Ce n'est pas la peine de prendre ça d'une manière chère, parce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui avec tous mon pays, avec leur comportement vis-à-vis de vous. Donc, ce n'est pas la peine de prendre ça au deuxième degré. Allez-y chercher vos ressortissants et puis les envoyer sans discussion. Parce que ça, c'est une provocation. Je sais que c'est une provocation. Parce qu'on ne peut pas embarquer comme des gens, comme des bétails dans une ambassade qui n'a même pas été prévenu pour qu'ils puissent accueillir leurs ressortissants. Bon, c'est à vous maintenant d'aller prendre vos frères pour les emmener chez vous sans aucune haine. Je m'arrête là parce que vous n'avez plus de temps. Peut-être demain ou ce soir, je pourrais bien en parler. Merci de m'avoir donné quelques minutes. Merci. Adiva. Merci à vous, monsieur Zerfel. On referme dans le standard et on revient sur le plateau pour conclure avec nos invités ce matin. Monsieur Aria Tongana, après les téléspectateurs. Et quelques réactions également. D'aucuns pensent que derrière tout cela, comme on a souvent vu, pas tout le temps, mais souvent vu dans certains États africains, derrière certaines manifestations, il y a de la manipulation, une volonté de faire tomber le pouvoir. Est-ce que cela peut être le cas pour le président Patrice Talon? Il y a toujours la possibilité d'avoir ce type d'interprétation, mais il faut quand même être plus concret. Oui. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle du raisonnement aérien. Il y aurait une manifestation pour essayer de faire tomber le président Talon. C'est qui l'acteur de la manifestation? Oui. Qui essaie de faire tomber le président Talon? Est-ce que faire tomber le président Talon est un tabou? Bah non, si le peuple ne veut plus de Talon, que le peuple ait envie de faire tomber Talon, ce n'est pas un tabou, ce n'est pas interdit. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se met des tabous dans la tête. Non, le peuple n'a pas envie de Talon, le Talon ne suit pas le peuple, c'est ça qu'on appelle la volonté populaire. C'est la définition même du mot démocratie. Oui. Maintenant,
pouvez implémenter la démocratie comme vous voulez. Je vous dis, les Africains ont toujours tendance à penser que démocratie, ça veut dire vertu. Non. Démocratie veut dire volonté du peuple. La démocratie est née, implémentée, je parle de son implémentation, à partir des révolutions, quand les peuples occidentaux, telle qu'elle est implémentée aujourd'hui, je rappelle en passant que ce qu'on appelle démocratie, dans les pays francophones et en Afrique, ce sont les copier-coller des systèmes européens, notamment français. L'élection présidentielle au suffrage universel direct, nous l'avons pris en France. Je parle de l'implémentation de la démocratie et non son concept. Ne mélangeons pas les choses. Je vais être précis quand je parle. Il y a un concept qui est un concept de la démocratie. Le concept de la démocratie, c'est la souveraineté du peuple par le peuple. On en parle depuis Platon. Ça, c'est le concept. On peut estimer qu'il était implémenté 2-3 fois. Oui, parce que à l'époque, Hélène, pour la référence à l'histoire politique européenne, je lis ça tous ces temps parce que j'ai une de mes petites sœurs qui est mariée, qui a recommencé ses études de droit. Alors, elle me ramène pour lui expliquer toutes ces choses. Salut Marie-Louise. Elle est à l'université de Bertrand. Donc, il y a tout ça dans ces cours-là. C'est-à-dire que dans l'histoire du droit, on retrouve toutes ces conceptions de démocratie, comment c'était implémenté. Mais actuellement, dans le monde moderne, la démocratie s'implante. La démocratie est en réalité le rejet des monarchies. Et c'est le système que nous avons implémenté chez nous. En France, quand la monarchie, Louis XVI, on va lui couper la tête, on va lui dire, ok, d'accord, nous ne sommes plus des monarchies, c'est-à-dire la souveraineté du roi. Mais nous voulons passer à la souveraineté du peuple. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Maintenant, comment on va l'implémenter? Vous n'allez pas perdre de vue que le suffrage universel indirect aux États-Unis, c'est différent du suffrage universel direct en France. Les systèmes sont différents. Donc, on implémente la démocratie de plusieurs façons. La démocratie n'est pas une vertu, mais la démocratie est la façon dont le peuple dit qu'il va choisir ses dirigeants et son mode de gouvernement. Ce n'est donc pas quelqu'un qui doit venir vous donner des leçons de démocratie chez vous. La démocratie, c'est ce que vous dites, bon voilà, chez nous, nous allons faire ça. C'est ça la démocratie. Maintenant, si le peuple béninois estime que Talon ne l'écoute pas, et si le peuple béninois dit qu'il veut faire tomber Talon, ça reste une manifestation de la démocratie. Je sors par là. Merci à vous. Cela reste une manifestation de la démocratie. Madame Labaroui, peut-être toujours dans le même sens, parce qu'il faut le dire, il y a depuis ce moment-là des débats autour d'une sorte de manipulation de cette population dans le but de faire tomber Patrice Talon, qui, c'est l'interrogation. Mais à côté de cela, peut-être pour sortir avec vous sur la question centrale, est-ce que le président Talon va ou peut céder justement à cette pression populaire? Il n'a pas le choix. Il n'a vraiment pas le choix. Nous sommes en marche. Les choses se présentent très bien pour les peuples africains. C'est excellent. Et au moment où je vous parle, j'ai jeté un coup d'œil ce qui se passe à Gaza, où Netanyahou avait empêché les Palestiniens de retourner dans le nord. Et ben, ils sont également par milliers. Ils ont copié sur les Libanais hier. Mais les Libanais, ils ont pris ça d'où? Nous nous souvenons quand M. Assimi Goïta, on a voulu l'assassiner à la sortie d'une mosquée. Qui est parti le défendre? C'est le peuple. Et ben, qui est parti défendre aussi Ibrahim Traoré? C'est le peuple. Donc, quand vous avez le peuple avec vous, personne ne peut vous faire tomber. Mais quand vous avez le peuple contre vous, il y a des éléments. Si ces éléments sont réunis également, vous avez dans ces éléments-là le peuple qui est contre vous. Oui, bien sûr qu'on peut vous faire tomber, mais très facilement. S'il y a quelques milliers de personnes aujourd'hui qui décident de sortir, que va faire l'armée béninoise? Elle va leur tirer dessus? Elle ne leur tirera pas dessus parce que l'armée béninoise,
Eh ben, elle sait très bien, c'est une armée populaire. Elle sait que dans ces gens-là, il peut y avoir un frère, une sœur, un beau-frère, il peut y avoir quelqu'un de la famille. Donc les choses vont se retourner contre Talon, et Talon face au peuple béninois et pas face au peuple africain. Et l'esprit africain d'aujourd'hui, c'est un esprit qui n'accepte plus d'être soumis. C'est terminé, encore une fois. Avec moins de 15 000 soldats, la France a dominé l'Afrique. Elle n'avait pas les moyens de le faire. Elle nous a dominés avec ce que nous appelons en Algérie les harkis, avec des endocolons, si on veut le mot endocolon, mais c'est avec ça qu'elle nous a dominés. Et M. Patrice Talon en fait partie. Il l'a mis en place encore une fois. La question qui se pose, elle est là. Donc si la France n'est plus là, M. Talon n'est plus là. Il peut y avoir 15 000 talents. C'est terminé pour eux. L'Afrique est en marche. Maintenant, je vais attirer l'attention sur quelque chose. Oui. Le suffrage universel, peut-être qu'on ne le sait pas, mais les États-Unis, quand ils se sont formés, ils ont copié sur le système qu'il y avait dans l'Empire ottoman. Encore une fois, l'occidental n'a rien inventé. Il a pris chez les orientaux et il a pris des peuples africains puisqu'ils sont allés à l'Empire ottoman au niveau de l'Afrique du Nord pour copier le système qui a permis à l'Empire ottoman de dominer 33 millions de kilomètres carrés, ça veut dire 2 fois la Russie d'aujourd'hui. Ils n'ont rien inventé, on essaye de les copier, alors quand on creuse un peu, ils ont tout pris chez les autres, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. Voilà ce que c'est que les Occidentaux. La seule chose qu'ils n'ont pas pris chez nous, eh ben, c'est le pacifisme. Nous sommes des peuples pacifiques, c'est pour ça que nous n'avons pas développé les armes, on n'avait pas besoin des armes pour vivre. Aujourd'hui, ces casernes, c'est quoi? Ça représente les armes qui leur permettent de nous taper dessus. Une fois que c'est fini, et c'est ce que M. Talon devra comprendre. Où il se range avec les peuples et avec l'esprit souverainiste, africain et libre aussi, voilà. On peut être dominé, mais quand l'esprit est libre, il est libre. Monsieur Talon n'a plus le choix. Et puis sinon, on lui dira bye-bye, comme on a fait avec d'autres, avec Bazoum, avec Macky Sall et d'autres. C'est ce qui va lui arriver. Et merci. Merci à vous, Madame Labaroui. Puisqu'il nous reste 2 minutes, peut-être cette question. Monsieur Aria Tongana, peut-être pour répondre rapidement à cette interrogation, c'est vrai qu'elle visait un peu plus l'intervention de Tapé Groubera tout à l'heure. C'est un message de Baudouin qui dit « Moi, je pense que on doit laisser Monsieur Talon agir selon sa méthode. Il peut avoir sa méthode parce que les contextes sont différents. L'AES, le Bénin, ce n'est pas la même chose. Du côté de l'AES, c'était plus sécuritaire, d'où les actions assez, les actions rigides des États de l'AES. Le Bénin a peut-être sa méthode avec la France. Sauf qu'il ne nous a pas dit la méthode pour quel résultat, celui qui a posé la question. Il nous a dit le Bénin a sa méthode pour quel résultat. On n'a pas si c'est pour quitter la néocolonisation ou l'occupation néocoloniale. D'accord, mais il ne donne pas les symboles de ça. Je veux bien qu'il y ait une méthode, et je suis d'accord avec lui que les méthodes ne peuvent pas être les mêmes, les pays sont les mêmes, les réalités historiques sont différentes. Là, on est d'accord. Mais la méthode, pour quel résultat? Pourquoi faire? Il veut faire quoi? On n'a pas de lisibilité. Mais maintenant, comme moi je dis souvent, si après on se rend compte qu'il voulait quitter la néocolonisation avec sa méthode, on va venir vous dire que nous avons fait de mauvaises analyses. Mais pour l'instant, comme je dis, c'est le monsieur qui a dit qu'il ne peut pas avoir de guerre en Occident. Donc on a tous applaudi, on a dit c'est un pacifiste. Sauf que le même là, quand il vient nous expliquer qu'il faut faire une armée, il est le premier à vouloir attaquer un pays africain, là on ne comprend pas beaucoup. Quand il vient nous expliquer, lui-même, il a fait le tour des capitales occidentales où il nous expliquait que les violences coloniales, l'esclavage, c'est ça du passé, le monde moderne, voilà. Il est en train de nous expliquer que nous n'avons pas besoin qu'on nous fasse justice. Ça veut dire que personne n'aurait le courage d'aller dire aux Juifs, écoutez, la Shoah, c'est le passé.
personne. La semaine passée encore en Belgique, on a accusé la société des chemins de fer belges d'avoir transporté les Juifs. La semaine passée, ça passait au journal télévisé. Mais personne n'est arrivé pour leur dire bah, attendez, c'est quand même le passé. Hein. Pourquoi, quand c'est les Africains, on commence à expliquer? Et c'est un chef d'État qui va dire c'est le passé, voilà. Non, il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a pas eu de jugement comme il y a eu à Nuremberg. Il n'y a pas eu de jugement pour les violences de l'esclavage. Il n'y a pas eu de jugement pour la colonisation. Nous sommes en pleine néocolonisation. Qui a jugé De Gaulle d'avoir imposé le franc CFA? Qui? Il est encore là. De quel droit je vais, moi, prendre ce qui m'appartient comme propriété intellectuelle, en faire la monnaie d'un autre peuple? De quel droit? Aucun jugement des faits. On est encore sous ces choses-là. Et quand vous êtes chef d'État, donc vous êtes supposé avoir un niveau à minima, et que vous ne tenez pas compte de ce genre de choses quand vous faites vos discours, et vous expliquez aux gens que vous êtes de la Nouvelle-Afrique, mais vous n'êtes pas la Nouvelle-Afrique parce que vous avez mis, que vous êtes allé faire un grand sourire à Macron et qu'on vous reçoit à l'Élysée. Arrêtons ça. Allez lire Le Vieux Nègre et la médaille, un roman de Ferdinand Oyono. Vieux Nègre et la médaille, c'est qu'on te récompense d'être à l'Élysée avec un peu de champagne. Tu es heureux et tu deviens ce qu'on a appelé pendant l'époque des violences coloniales, l'indigène évolué. C'est comme ça qu'ils sont. Ils se contentent. C'est ça qu'on appelle les néocolons ou les endocolons. C'est les anciens indigènes évolués. Ah ben oui, dès qu'on le reçoit à l'Élysée, avec un peu de champagne, ben il est heureux. Alors là, si M. Macron lui a fait la collade, il est au ciel. Hein? Et là, non, c'est du passé. Bon voilà, nous avons un homme, ni dans les faits, ni dans sa façon de penser, ni dans ses dires, ni dans ses actions, rien ne nous renvoie l'image d'un Africain conscient d'être Africain, conscient de son passé, voulant faire des choses. C'est pas parce qu'on a retourné l'épée du Bénin qu'il a remis chez lui, d'accord, il y a encore beaucoup de choses à reprendre, c'est pas suffisant. Voilà. Donc, oui, si sa méthode est de sortir de là où nous sommes, d'accord avec lui. S'il nous explique que c'est sa propre méthode et que nous ne comprenons pas, d'accord, nous attendons les résultats. Puisque dans la question, c'est sous-entendu, il va arriver au même résultat, mais avec sa méthode que nous, on ne comprendrait pas. Oui. C'est ça que sous-entend la question. Excusez-moi de faire des sous-entendus, vous savez que j'aime pas beaucoup ça. J'aime quand on me parle franchement, parce qu'à partir du moment où vous commencez à faire des sous-entendus sur les propos de quelqu'un, vous vous trompez toujours. Ouais. Mais là, j'étais obligé d'interpréter. Je vous en parle. Merci à vous, merci Henri Atangana, bien sûr à vous également Linda Labarui, merci infiniment d'avoir été avec nous, merci à Tapé Goubera qui a aussi été avec nous ce matin, sans vous oublier chers téléspectateurs, merci infiniment, vous qui nous suivez à travers l'application For You Media Africa, mais aussi les plateformes Facebook ou encore YouTube. On vous souhaite donc une très belle matinée, très belle semaine, bien sûr en compagnie des programmes de For You Media Africa. Au revoir.